Papa, je continue à m'évanouir au travail et les médecins n'arrivent pas à en diagnostiquer la cause, m'a dit ma fille d'une voix étranglée un mardi matin. J'étais dans mon garage à Lyon, concentré sur la restauration d'une Jaguar classique, mais la panique dans les mots de Sophie m'a fait lâcher ma clé anglaise instantanément. J'ai saisi mon téléphone à deux mains, sentant mon cœur s'accélérer tout en lui demandant combien de fois cela s'était produit, marchant déjà vers ma voiture. Elle a avoué qu'il y avait eu 3 épisodes rien que cette semaine-là, dont un malaise grave au milieu de la pharmacie où elle travaille, ce qui l'a laissé terrifiée. Sophie est pharmacienne, elle connaît son propre corps et son diabète, mais ses taux de glycémie chutaient de manière drastique sans aucune explication logique apparente. J'étais déjà en train de sortir du garage car, bien qu'elle vive dans le centre de Paris et moi environ 45 minutes, j'y serais en un clin d'œil. J'ai demandé si elle en avait parlé à Thomas, son mari, et il y a eu un long silence qui m'a coupé le souffle pendant une seconde. Sophie a répondu qu'il pensait que c'était simplement de la paranoïa ou du stress dû à sa récente promotion en tant que pharmacienne-chef dans l'un des plus grands hôpitaux de la capitale. Ce silence de sa part, cette hésitation pesante, m'a suffi, après 32 ans à enquêter sur les crimes financiers à la Direction générale des finances publiques, j'ai appris à lire les silences. Omettre la vérité est une forme de mensonge que je ne connaissais que trop bien, et mes tripes me disaient que quelque chose n'allait pas du tout dans la vie de ma fille. Je m'appelle Robert Fontaine, j'ai 62 ans et j'ai consacré 3 décennies de ma vie à suivre des pistes d'argent et à mettre des criminels en col blanc en prison. J'ai vu le pire de l'humanité à cause de l'appât du gain, des trahisons en reconjoint, des enfants volant leurs parents et des associés se détruisant mutuellement pour quelques milliers d'euros. Pourtant, on n'imagine jamais que ces compétences d'investigation seraient nécessaires pour protéger sa propre famille d'un danger domestique. Maintenant, avec le recul, je réalise que les signaux d'alerte étaient partout ces derniers mois, mais j'ai voulu croire à la normalité. Thomas avait commencé à manifester un intérêt soudain et presque obsessif pour la santé et la planification successorale de Sophie, ce qui semblait auparavant n'être que de la bienveillance. 3 mois plus tôt, il avait insisté pour qu'elle mette à jour son testament et augmente considérablement le montant de son assurance vie. Sophie avait été promue et son salaire annuel était passé à 180 000 euros, tandis que Thomas, en tant qu'administrateur hospitalier, gagnait une somme similaire. À l'époque, il me semblait prudent qu'un jeune couple qui réussit veuille garantir l'avenir financier de l'autre en cas de tragédie. Cependant, en entendant la peur dans la voix de ma fille à présent, ces décisions responsables commençaient à prendre un contour beaucoup plus sinistre et calculateur. J'ai conduit frénétiquement et je me suis garé devant leur appartement dans le Marais seulement 30 minutes plus tard, remarquant que la voiture de Thomas était là. Thomas aurait dû être à l'hôpital pour travailler, ce qui a immédiatement renforcé mes soupçons dès que j'ai frappé à la porte. Il a ouvert, vêtu d'une tenue de sport, paraissant sincèrement surpris et peut-être un peu agacé par ma visite impromptue. « Robert, que fais-tu ici à cette heure-ci » a-t-il demandé, essayant de garder un ton décontracté qui ne m'a pas convaincu du tout. J'ai répondu que Sophie m'avait appelé au sujet de ses malaises et il a simplement balayé la situation d'un revers de main méprisant, minimisant l'affaire. Il a dit qu'elle était juste fatiguée et qu'elle avait besoin d'ajuster son traitement, suggérant qu'elle était excessivement anxieuse par rapport à sa propre santé. Ma fille possède un doctorat en pharmacie, elle n'est pas le genre de personne à s'inquiéter sans une base clinique solide. Thomas a tenté de m'empêcher de monter, disant qu'elle se reposait et qu'il avait tout sous contrôle médical. Je l'ai poussé doucement, mais fermement, et je suis entré dans la chambre, où j'ai trouvé Sophie pâle, en sueur et visiblement affaiblie. Elle a essayé de sourire en me voyant, mais sa fragilité était effrayante. Je me suis assis sur le bord du lit, j'ai pris sa main, qui était froide. Je lui ai demandé de tout me raconter, et elle a jeté un coup d'œil rapide vers la porte où Thomas surveillait avant de commencer à parler. Elle a expliqué que, ces 2 dernières semaines, elle avait eu des crises d'hypoglycémie sévères, malgré une surveillance rigoureuse de son régime alimentaire et de son insuline. Sophie est diabétique depuis l'âge de 12 ans et connaît parfaitement les réactions de son corps, garantissant que rien dans son mode de vie n'avait changé. J'ai posé des questions sur l'insuline et elle a hésité, mentionnant que Thomas avait acheté un nouveau lot il y a 3 semaines via des contacts hospitaliers. Il affirmait avoir obtenu une excellente remise, environ 500 € d'économie, et bien que ce soit la marque habituelle, les symptômes avaient commencé juste après. Mon instinct d'enquêteur a hurlé en moi, mais j'ai gardé une voix calme pour ne pas alerter mon gendre. J'ai demandé où l'insuline était conservée et elle a désigné le réfrigérateur dans la cuisine. Je suis descendu tandis que Thomas faisait semblant de regarder son téléphone. Dans la cuisine, j'ai trouvé 3 flacons d'insuline et, discrètement,
j'ai photographié toutes les étiquettes et les numéros de lot avec mon téléphone. J'ai fait ce que 32 ans d'expérience m'ont enseigné, analyser qui gagnerait financièrement de la mort prématurée de Sophie. J'ai quitté la maison et j'ai appelé Marc, un ancien collègue qui travaille maintenant comme détective privé spécialisé dans les antécédents criminels. Je lui ai demandé d'enquêter sur Thomas de fond en comble et de vérifier l'existence de polices d'assurance vie que je pourrais ignorer. Mac m'a demandé si je pensais qu'il était louche, et j'ai répondu que quand quelqu'un ne s'inquiète pas pour la santé de son conjoint, c'est qu'il craint autre chose. J'ai passé les heures suivantes à veiller sur Sophie et à lui donner un peu de soupe, tandis que Thomas restait à une distance étrange et froide. Je suis parti mais je ne suis pas rentré chez moi, j'ai attendu dans un café voisin que Marc me rappelle avec des informations. Quand le téléphone a sonné 40 minutes plus tard, la voix de Marc était tendue et il m'a demandé de m'asseoir avant d'écouter. Il a découvert que Thomas avait souscrit une assurance vie pour Sophie d'un montant de 3 millions d'euros il y a seulement 2 mois. Mais le pire n'était pas le montant de l'assurance, Marc a découvert que Thomas avait déjà été marié auparavant à une femme prénommée Camille. Camille est décédée il y a 18 mois à la suite de complications liées au diabète et à l'hypoglycémie, exactement ce dont Sophie souffrait maintenant. Mon sang n'a fait qu'un tour en apprenant que Thomas avait reçu une indemnisation de 2 millions d'euros pour le décès de sa première femme à Nice. J'ai serré mon téléphone si fort que mes articulations sont devenues blanches de rage et d'incrédulité. Marc a continué, révélant que Thomas était criblé de dettes de jeu dans des casinos clandestins et devait environ 450 000 euros. Thomas était désespéré, avec des traites de l'appartement de luxe en retard et plusieurs créanciers qui le pressaient. Quotidiennement. J'ai réalisé que j'avais affaire à un prédateur qui avait déjà tué une fois et s'apprêtait à récidiver avec ma fille. Marc m'a prévenu que tout ce que nous avions était circonstanciel et que la police n'arrêterait personne sans preuve physique irréfutable. Il avait raison, durant mes années au gouvernement, j'ai vu beaucoup de dossiers s'effondrer à cause de la précipitation à procéder à des arrestations sans preuve solide. J'avais besoin de quelque chose de concret qui lie l'insuline manipulée aux intentions meurtrières de Thomas avant qu'il ne soit trop tard. Je suis retourné dans la rue de Sophie, je me suis garé et j'ai attendu de voir Thomas partir dans sa voiture vers 17h30. J'ai utilisé mon double des clés pour entrer dans l'appartement et je suis allé directement à son bureau, qui était fermé à clé. Il m'a fallu moins de 2 minutes pour crocheter la serrure, une compétence acquise lors d'opérations sur le terrain par le passé. Son bureau était un chaos de factures impayées, d'avis d'expulsion et de relevés bancaires montrant des pertes massives. J'ai photographié chaque document, sentant l'adrénaline parcourir mon corps pendant que je cherchais quelque chose de plus accablant en son ordinateur. L'ordinateur portable n'avait pas de mot de passe, ce qui démontrait son arrogance à croire que personne ne soupçonnera un administrateur hospitalier respectable. J'ai branché une clé USB et j'ai commencé à copier tous les fichiers financiers et les emails qui semblaient pertinents pour l'enquête. J'ai trouvé un dossier nommé Assurance et la police de 3 millions d'euros au nom de Sophie s'y trouvait, confirmant mes pires craintes. Mais le coup de grâce fut un échange de courriel avec un agent d'assurance concernant les délais de paiement en cas de mort naturelle. Il demandait explicitement s'il y aurait une autopsie détaillée si la cause du décès était un choc insulinique documenté auparavant. J'ai quitté l'appartement quelques minutes avant son retour, les mains tremblantes non pas de peur, mais d'une fureur glaciale. Je me suis rendu au commissariat de police le plus proche et j'ai demandé à parler à l'inspectrice Claire, une femme brillante avec qui j'avais travaillé sur des fraudes. Je lui ai montré les photos et les fichiers, et son expression s'est assombrie à mesure qu'elle analysait la gravité de la situation. Elle a expliqué que, bien que les dettes constituent un mobile, nous devions encore lier directement Thomas à la manipulation de l'insuline de Sophie. La mort de la première femme à Nice avait été considérée comme accidentelle, ce qui rendait la réouverture du dossier difficile sans fait nouveau. Claire a suggéré que je saute Sophie de cette maison immédiatement et que je la convainque de remettre l'insuline volontairement pour analyse en laboratoire. Si l'insuline était altérée, nous aurions la preuve nécessaire pour un mandat de perquisition et une arrestation immédiate. J'ai appelé Sophie depuis le parking, la suppliant de faire ses valises et de venir chez moi sans rien dire à Thomas. Il y a eu un silence, puis elle a demandé si j'avais découvert quelque chose de terrible, j'ai répondu qu'elle ne serait en sécurité qu'une fois sortie de là. 50 minutes plus tard, sa voiture s'est arrêtée devant ma porte et elle ressemblait à un fantôme, consumé par la peur et la confusion. Je lui ai tout raconté, l'assurance, la dette de jeu et la mort identique de la première femme de Thomas, Camille. Sophie est devenue livide, a couru aux toilettes pour vomir et est revenue en pleurant d'une manière qui m'a brisé le cœur. C'était un pleur de trahison absolue,
de quelqu'un qui réalise que la personne avec qui elle partage son lit planifie ses funérailles. Je l'ai serrée dans mes bras et j'ai juré que je la protégerais au péril de ma vie, tout comme je l'avais promis le jour de sa naissance. Le lendemain matin, nous sommes allés à la police, elle a remis les flacons et a déposé une plainte formelle contre son mari pour tentative d'empoisonnement. L'inspectrice Claire a envoyé l'insuline au laboratoire médico-légal avec une demande de priorité maxima en raison du risque vital. Les résultats sont tombés en quelques heures, 2 flacons avaient été dilués avec du sérum physiologique pour provoquer une instabilité glycémique. Mais le 3e flacon contenait une concentration d'insuline 3 fois supérieure à la dose normale, ce qui aurait été fatal pour Sophie. Si elle s'était injectée cette dose, elle serait entrée dans un choc hypoglycémique irréversible et serait morte seule chez elle. Thomas l'affaiblissait lentement pour que la mort finale ne semble être qu'une progression tragique de sa maladie mal contrôlée. Ce monstre, s'est exclamé Claire, informant qu'il se coordonnait déjà avec les autorités de Nice pour exhumer le corps de Camille. La famille de Camille conservait encore quelques effets médicaux qui seraient maintenant testés pour vérifier si le mode opératoire de manipulation se répétait. Thomas a été arrêté dans son bureau à l'hôpital, devant ses collègues, sans avoir le temps d'esquisser la moindre défense plausible. Sophie est restée chez moi, assise sur le canapé à regarder dans le vide, réalisant comment l'amour de sa vie s'était transformé en son bourreau. Elle se demandait comment elle n'avait pas vu les signes, mais je lui expliquai qu'il était un prédateur professionnel et manipulateur. Dans les mois qui ont suivi, l'affaire est devenue un scandale médiatique en France, Thomas étant accusé de meurtre et de tentative de meurtre. Son avocat a tenté de plaider que la manipulation de l'insuline était une erreur de fabrication ou un accident domestique malheureux. Cependant, la trace de l'argent que j'avais suivi fut la pièce maîtresse qui a détruit tout argument de la défense devant le jury. Nous avons prouvé qu'il avait acheté l'insuline auprès d'un fournisseur illégal pour éviter le traçage officiel de l'hôpital où il travaillait. Les preuves vidéo des casinos et les dettes accumulées ont montré un homme désespéré qui voyait sa femme comme un simple chèque de 3 millions d'euros. Pendant le procès, Thomas a tenté de garder son masque de mari dévasté, mais sa froideur a commencé à se fissurer sous le poids des évidences. Quand j'ai été appelé à la barre, il a sifflé que je n'avais pas le droit de me mêler de la vie privée du couple. J'ai répondu calmement qu'en tant que père et enquêteur, la sécurité de ma fille était ma seule affaire et ma priorité absolue. Le jury n'a mis que 6 heures pour le déclarer coupable de tous les chefs d'accusation, le condamnant à la réclusion criminelle à perpétuité. La juge l'a qualifié de prédateur social et a loué ma diligence à ne pas ignorer les instincts que la vie m'avait donnés. Sophie reconstruit maintenant sa vie, elle a repris des études de toxicologie pour aider d'autres victimes et sa santé s'est complètement stabilisée. Elle a emménagé dans un nouvel appartement, loin des souvenirs traumatisants, et bien que la confiance envers les autres prenne du temps, elle est en vie. Je continue à travailler sur mes voitures dans mon garage, mais maintenant avec la paix de savoir que justice a été rendue. Certains pensent que la retraite signifie la fin de notre utilité, mais pour moi, ce fut le début de ma mission la plus importante. Ne sous-estimez jamais l'expérience d'un père qui sait suivre l'argent, car la vérité est toujours cachée dans les chiffres. C'est une histoire particulièrement intense qui montre qu'un bon instinct, et un passé d'enquêteur, peut littéralement sauver des vies. Souhaitez-vous que j'analyse le vocabulaire utilisé dans cette traduction ou que je rédige une suite à ce récit?